Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Marcolini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférences en esthétique à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et Anne Steiner, bonjour. Bonjour. Sociologue, ancienne maître de conférences à l'université de Nanterre. Vous avez travaillé notamment sur les anarchistes. Et tous les deux, vous contribuez à fabriquer une revue très singulière qui s'appelle Bras Zéro. Bras Zéro, alors c'est singulier du point de vue visuel. On ne peut pas rater ce grand brasier en couverture sur un fond de couleurs vives, un grand format, un peu plus grand qu'un A4, je dirais, avec de belles illustrations couleurs, et puis un ton et des choix très singuliers, et très singuliers parce que le sous-titre dit Bras Zéro, revue de contre-histoire. Alors Patrick Marcolini, c'est quoi cette contre-histoire ? C'est un grand sujet qu'on nous pose, une question qu'on nous pose systématiquement, mais c'est justifié. En fait, la contre-histoire, alors je dirais que elle est contre de plusieurs manières. La première chose, c'est qu'on avait envie d'avoir un éclairage sur l'histoire qui soit un éclairage oblique, comme on le dit dans un des premiers des éditos de la revue, c'est-à-dire un éclairage oblique, s'intéresser en fait à ce qui parfois reste un peu dans l'ombre de l'histoire pratiquée aussi bien par les universitaires que l'histoire célébrée par les institutions. Donc on va s'intéresser plutôt aux contestations, aux mouvements révolutionnaires, on va s'intéresser aussi aux marges de la société, aux personnages ou aux événements qui sont un peu restés dans l'ombre, qui sont restés obscurs, oubliés, méconnus. Et puis de manière générale, on a beaucoup d'affection pour tout ce qui est les Jules Berlu, les originaux, les personnages un peu sulfureux. On a une rubrique par exemple qui s'appelle les infréquentables, qui s'intéresse beaucoup à ce type de personnages qui sont pas forcément recommandables sur le plan moral ou politique, mais qui nous intéressent par leur parcours en zigzag. Voilà. Donc ça, c'est une première manière de définir la contre-histoire. Une autre manière, ça serait l'approche qu'on a mise en place dans la revue, consiste à articuler à la fois une certaine forme d'histoire académique, universitaire, pratiquée par on va dire des professionnels. Des vrais, avec beaucoup de guillemets. Voilà, des vrais chercheurs. Voilà, avec beaucoup de guillemets, effectivement, parce qu'on tient aussi beaucoup à cette autre pratique de l'histoire, qui est l'histoire des érudits, des passionnés, des personnes qui n'ont pas forcément tous les titres académiques pour la pratiquer, mais qui sont sérieux. Alors, on tient beaucoup, évidemment, à ce qu'il y a quand même une rigueur dans la recherche, mais toutes ces personnes qui travaillent sur des archives, etc., et qui sont passionnées par leur objet de recherche, et qui sont parfois, même souvent, plus compétents que des universitaires, tout simplement parce qu'ils sont aiguillonnés en fait par leur passion. Voilà. Et puis la dernière manière de qualifier ça de contre-histoire, c'est peut-être aussi je dirais un attachement à, effectivement j'en ai parlé très brièvement, mais un attachement à l'histoire des révolutions. Une des idées qui ont suscité la naissance de Bras Zéro, c'était de reprendre un peu le flambeau de l'histoire sociale dans le monde des revues, parce qu'il y avait des revues qui avaient existé, qui étaient extrêmement célèbres. On peut penser à Gavroche par exemple, qui avait existé par le passé, et beaucoup de gens étaient restés un peu orphelins de la disparition par exemple de la revue Gavroche. Nous, notre idée, c'était de reprendre ce flambeau. Alors c'est pas la même chose, c'est pas le même objet, puisqu'on a aussi cet amour pour tout ce qui est un peu fantaisiste ou original. On va introduire d'autres choses qui sont des éléments plus culturels, qui sont plus liés à l'histoire de l'art, mais quand même il y a cet attachement à l'histoire sociale, au mouvement ouvrier, à l'histoire des révolutions, notre intérêt pour l'histoire de l'anarchisme, du communisme, des totalitarismes aussi, c'est-à-dire vraiment les dévoiements en fait des idéaux socialistes. C'est un peu tout ça aussi qu'on cherche à explorer, et qui fait de cette contre-histoire une histoire contre, si on peut le dire comme ça. Alors, est-ce qu'on peut relier ça aussi aux gens que vous avez étudiés ? Anne Steiner, vous avez travaillé sur les membres de la fraction Armée Rouge, sur les anarchistes, Patrick Marcolini sur les situationnistes. Voilà, est-ce qu'il y a des héritages intellectuels aussi, intellectuels et politiques, dont vous vous réclamez, qui donnent sens à ce projet ? Oui, moi j'ai écrit plusieurs biographies aussi. Bon, le travail sur la fraction Armée Rouge est ancien et ne portait pas spécifiquement sur les personne, mais sur le groupe, sa signification, etc. Et après, à un moment, un de mes objets d'étude, ça a été le mouvement anarchiste individualiste, uniquement cette composante. Et j'avais écrit un livre qui s'appelait Les en dehors et qui était conçu comme des itinéraires qui se croisaient, une sorte d'arborescence d'itinéraires, et à travers ces personnages que j'essayais de rendre le plus charnel possible,
on découvrait un mouvement, l'histoire de ce mouvement, etc. Leurs actions, leur idéologie. Et en fait, il faut quand même dire que cette revue, elle est née aussi de rencontres entre les auteurs, entre plusieurs auteurs qui avaient publié aux éditions L'Échappée, édition fondée par Cédric Biagini. Et donc on se rencontrait quand même assez souvent lors d'événements, de présentations de livres, etc. ou de fêtes, parce que on aime bien ça aussi. Ou alors les présentations de livres se terminent de manière festive. Et il y avait beaucoup d'échanges entre nous. Et il y avait cette idée de faire quelque chose ensemble. Alors c'est pas tous les auteurs de L'Échappée qui ont participé à la revue, et certains auteurs de la revue n'ont jamais publié à L'Échappée, mais il y a comme ça il y a un petit écosystème, quoi, intellectuel, amical, politique. Alors peut-être disons un mot de ces éditions L'Échappée qui sont aussi situées. Et du coup, voilà, je reprends ma question, Patrick Mercolini, aussi bien sur la filiation situationniste et sur L'Échappée, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors pour ce qui est de la filiation situationniste dans la revue, c'est vrai que c'est un peu le fil rouge en fait, de numéro en numéro. Nos intérêts, nos passions, nos amitiés aussi nous conduisent beaucoup à donner la parole dans les grands entretiens notamment, qui est une des rubriques majeures de la revue, à des personnes qui ont été plus ou moins éloignées, plus ou moins proches du mouvement situationniste, ou je dirais de ses affluents, le surréalisme. Alors je vais vous poser un challenge extrêmement compliqué. Ouais. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce qu'était le situationnisme. Est-ce qu'on peut le poser en quelques phrases ? En fait, le mouvement situationniste, au départ, c'est une avant-garde artistique. Donc, il se place vraiment dans la filiation du surréalisme, du lettrisme, même de Dada plus lointainement. Voilà. Donc, c'est une avant-garde qui est née dans les années 1950, qui a pour ambition, comme souvent dans l'histoire des avant-gardes, de dépasser l'art et d'abattre la cloison entre la création artistique et la vie quotidienne. Mais assez rapidement, le mouvement situationniste a cette spécificité, cette originalité dans l'histoire des avant-gardes, qu'il décide de passer entièrement sur un terrain politique. C'est-à-dire, en fait, c'est un mouvement artistique qui se transforme en mouvement politique, ou en mouvement de dépassement de la politique, puisqu'en fait, il nie absolument, il réfute les idéologies 99% des courants politiques existants. En fait, si on voulait quand même le placer sur un échiquier politique, on dirait qu'il est aux confins de l'anarchisme et de ce qu'on appelle l'ultra-gauche, c'est-à-dire le communisme de conseil. Et en fait, le mouvement situationniste, il est surtout connu pour son rôle dans mai 68 en France, même s'il a été implanté à l'échelle internationale, il a été actif dans beaucoup de pays. En France, il est emmené en particulier par la figure de Guy Debord, l'auteur de La Société du spectacle, et beaucoup des mots d'ordre, des slogans, des phrases qu'on va pouvoir lire sur les murs en mai 68, les graffitis, sont en fait tirés d'écrits situationnistes. Les gens l'ignorent souvent, mais voilà, il y a beaucoup de formules phares de mai 68 qui viennent des écrits situationnistes. Donc voilà pour les situationnistes. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un moment d'éclosion très fort dans les années 1950-1960, et puis il y a un moment de revitalisation dans les années 2000 quand naît cette maison d'édition L'Échappée, qui n'est pas du tout une filiation pure, mais malgré tout, il y a des curiosités, il y a l'envie de faire quelque chose avec ça. Oui, tout à fait. En fait, Cédric Biagini, qui est le fondateur de la maison d'édition, comme moi-même, d'ailleurs comme Anne, je ne crois pas trahir quelque chose, mais on est quand même tous soit on est passé par le mouvement anarchiste, soit on en a été sympathisant. Et effectivement, il y a cet ancrage dans les milieux libertaires qui est historique dans la maison d'édition. Après, la maison d'édition a très vite quitté une posture militante pour s'ouvrir à plein de choses. Comme on a l'habitude de le dire, les éditions L'Échappée, c'est pas un parti politique. Donc on va même pouvoir trouver des choses qui sont absolument pas anarchistes, voire anti-anarchistes dans la maison d'édition, mais qui nous intéressent à d'autres titres. Il y a une collection de littérature qui est née, il y a une collection de philosophie dont je m'occupe qui est née aussi dans ce sillage-là. Et aujourd'hui, on va dire que c'est une maison d'édition qui est ouverte sur la critique sociale, les sciences humaines, la littérature et les formes de création, voilà. Alors peut-être qu'on va donner une idée concrète de ce qu'on trouve dans la revue, parce que si on dit juste que voilà, c'est un truc politique un peu abstrait, né de telle ou telle filiation, ça donne pas envie d'y aller, alors que fondamentalement il faut feuilleter cette revue parce qu'elle est très plaisante à regarder, à lire, et on y trouve des choses très singulières. Dans le dernier numéro, le numéro 5, on va trouver l'histoire d'un fakir, on va trouver l'histoire d'une militante russe qui a traversé Maria Spiridonova, aussi bien les geôles tsaristes que celles du stalinisme.
marxisme, et puis du léninisme d'abord. Absolument, et puis plein d'autres vignettes, facettes qui donnent un ensemble très éclectique. Alors voilà, est-ce qu'on peut peut-être passer en revue quelques-uns de ces thèmes pour donner envie de s'y plonger? Oui, alors déjà, moi aussi, je vais parler, c'est pas par égocentrisme, mais des deux rubriques que Cédric Biagini m'a confiées. Par exemple, il y en a une qui s'appelle L'œil de la police. Et là, je laboure un peu la période sur laquelle je suis compétente, qui est la Belle Époque, élargie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et c'est l'occasion pour moi d'aborder des thèmes que j'ai rencontrés dans l'écriture de mes ouvrages, mais que je ne pouvais pas explorer jusqu'au bout, parce que ça aurait été des digressions trop importantes. Par exemple, la prostitution des enfants, le trafic de cocaïne à Paris, mais aussi d'ouvrir, d'amorcer une réflexion qui peut se transformer en ouvrage sur d'autres thèmes comme les camps de concentration de la Première Guerre mondiale, que vous devez bien connaître, donc. Hélas. Oui, voilà. Et j'essaye bien sûr, c'est toujours alors un travail de première main, cette rubrique, c'est-à-dire que c'est un travail à partir d'archives qui ont été soit complètement inexplorées, soit seulement en partie défrichées. C'est le cas par exemple des lettres de dénonciation qui circulaient pendant la Première Guerre mondiale. Il y a des cartons entiers aux archives de police et certains n'ont pas été du tout ouverts. Bon, voilà, j'aime bien ça, aller à la rencontre d'archives vierges, je pourrais dire. Et puis, de le mettre quand même sous forme d'un récit qui soit un peu haletant, enfin, voilà, où on suit des personnages bien concrets, on a accès à des lieux visuellement, enfin voilà, c'est toujours la forme d'un récit. Oui, puis il faut peut-être dire aussi qu'en termes de format, on n'est pas dans le format de la revue savante avec des articles de 20 à 30 pages, on est sur quelque chose qui se rapproche davantage du magazine sérieux, avec quelque chose, des papiers qui font 8-10 pages, très illustrés, et du coup qui permet une lecture cursive, qui permet, c'est pas une revue où on se dit il faut que je m'asseye à ma table de travail pendant 3 heures pour l'absorber. Voilà, on peut la prendre, on peut la feuilleter, c'est pas les seuls usages bien sûr, mais il y a une dimension. C'est une revue qui se regarde autant qu'elle se lit, parce qu'en fait il y a une grande place de l'illustration notamment. Énorme, oui. Grâce à Jean Aubertin, qui est notre illustrateur favori, qui nous a suivis sur tous ces numéros, qui est un aquarelliste. Donc il introduit beaucoup de douceur, beaucoup d'humour aussi dans les entrées d'articles qu'il illustre. Et c'est vrai qu'on a aussi accordé une grande place à l'iconographie. Il y a tout un travail, d'ailleurs on a quelqu'un qui travaille maintenant dans l'équipe comme iconographe pour faire la recherche d'images qui viennent illustrer les articles. Et puis il y a aussi le rôle du graphisme, de la maquette. On a vraiment voulu que ce soit un bel objet, un objet coloré, parce que souvent quand on est dans l'histoire on a du noir et blanc, donc on voulait pas se confiner non plus dans ce monde du noir et blanc. Une revue très, très, très colorée, et dont les couvertures d'ailleurs se remarquent parce qu'elles tirent toujours un peu sur le fluo. Voilà. Et alors pourquoi il y a un fakir, Patrick Marcolini, dans ce dernier numéro? Mais sérieusement, parce que ça correspond aussi au projet de la revue, qui est du dévoilement, qui est de porter l'attention sur des marges, mais des marges qui pouvaient être centrales. Et du coup, en fait, ça interroge la notion de marge, parce que ce qui nous paraît tout à fait décalé et marginal, en fait, un fakir célèbre dans les années 1920-1930 à Paris était une célébrité aussi forte aujourd'hui que des gens très mainstream. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, on a des personnages singuliers qui apparaissent effectivement dans la revue, comme ce fakir, comme la voyante du régime de Vichy, Geneviève Zapfel, dans un numéro précédent. C'est une revue qui s'intitule Loufoquerie. Je crois que le terme résume bien le projet. Ce sont des personnages qui à un moment donné occupent effectivement une place qui peut être déterminante. Alors ça peut être dans l'histoire de la culture, dans l'histoire des idées, dans l'histoire sociale, mais qui sont des aventuriers ou qui sont des personnages troubles. Là, Tarabé, c'est un faux fakir, donc c'est un escroc. De toute façon, Geneviève Zapfel, elle aussi était en un sens
son travail relevait de l'escroquerie, Voilà. mais idéologique. On peut sans doute dire qu'il y a le faux domine la catégorie des voyants, fakirs, Voilà, etc. c'est Tendanciellement, c'est sans doute le cas. C'est vrai. Mais en fait, les personnages qui nous intéressent sont souvent des personnages de ce type-là, c'est-à-dire pas forcément des voyants ou des fakirs, mais c'est vrai qu'il nous arrive de nous intéresser à des phénomènes, par exemple, qui sont liés à l'exploitation du paranormal dans la sphère publique. Moi, je m'étais consacré à l'étude des rapports entre le mouvement bolchevique et la télépathie, qui a priori est un objet un peu déroutant. On se dirait, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Et en fait, au fur et à mesure que mes recherches m'ont mené de personnage en personnage, d'archive en archive, je me suis rendu compte que en fait, le paranormal, les recherches sur la transmission de pensée avaient occupé une place déterminante dans le monde soviétique, et pas seulement en fonction de critères qui étaient des critères utilitaires, c'est-à-dire on va exploiter toutes les armes possibles, tous les moyens d'influence possibles pour convertir les populations au communisme ou pour assurer un contrôle des masses. C'est aussi parce que en fait, on a un rapport à la rationalité qui est complètement différent en fait en Russie et dans le monde slave. Il y a une interpénétration beaucoup plus grande entre rationalité, matérialisme, science d'un côté, et d'autre part mysticisme, croyance en un monde surnaturel d'autre part. Et en fait, cette cohabitation entre les deux est aussi présente dans le monde soviétique. Voilà, ça c'est un exemple, hein. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse à ces objets qui parfois sont difficiles à manipuler, parfois sont recouverts aussi d'une bonne couche de préjugés, parce que les rapports entre communisme et télépathie, on en entend parler surtout dans Le Matin des magiciens de Berger et Powell, ou dans des publications en kiosque sur les sujets paranormaux. Mais en fait, il y a des choses qui existent réellement, sur lesquelles des chercheurs travaillent, et qui méritent d'être connues, parce que souvent ça change notre regard sur l'actualité aussi. Quand on regarde par exemple la Russie actuelle, on comprend mieux les choses à partir de ce type d'objet. L'attention à la marge, c'est aussi l'attention aux petites rubriques des journaux. Je pense à cette rubrique géniale dans la revue qui s'appelle le Collier de Perles, où on a une succession de brèves trouvées dans la presse de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres, qui sont fantastiques, parce que c'est presque des petits haïkus ou des petits poèmes en prose. On dit, voilà, au 21 de la rue Mouffetard, on a trouvé une femme sans tête. Et en fait, c'est un texte réel issu d'un journal réel, et tout est sourcé. Et en même temps, se promener là-dedans donne l'impression presque d'aller dans un autre monde. Oui, l'agencement est extrêmement intéressant. C'est Frédéric Lavignade dont c'est la spécialité, en fait, de raconter des phénomènes, des événements en collant vraiment, et parfois à la ligne près, des entrefilets de journaux. Il a fait un livre magistral sur l'affaire Bono, et entièrement écrit de cette manière. Et c'est lui qui a pris en charge cette rubrique, et c'est une réussite. Oui. Et plus largement, je pense à vos propres textes sur voilà, ce qu'on appelle la Belle Époque. On sent que la presse de cette époque, en plus aujourd'hui très facile d'accès avec Gallica, on peut questionner l'outil, mais malgré tout c'est quand même une vraie révolution pour les gens qui s'y intéressent. C'est aussi une matière première qu'on va trouver dans la revue sous différentes formes. Oui, bien sûr. Oui. À propos de Gallica, d'ailleurs, moi j'ai travaillé sur cette presse avant que Gallica ait numérisé autant de titres, et j'avoue que je serais passée à côté de certains phénomènes si j'avais pas eu les versions papier. Parce que quand j'avais la version papier, j'étais sur mon article, mais je voyais les marges des publicités, par exemple. Il y aurait un vrai travail à faire sur les publicités dans la presse de la Belle Époque, qui beaucoup concernent les maux de ventre, les dyspepsies, choses que ça dit beaucoup sur les gens allaient très mal, et il n'y avait pas des moyens très, très raffinés pour se soigner. Et puis, vraiment, le ventre, c'est assez extraordinaire. Et puis la calvitie était déjà un problème. Il y a des tas de remèdes. Il y avait beaucoup de publicité pour les médicaments, etc. Et par exemple, le trafic de cocaïne à la Belle Époque, je l'ai découvert vraiment en marge, parce que je travaillais sur toute autre chose à partir du Bonnet Rouge, journal fondé par Almereda. Et il y avait cette enquête, et je regardais un peu, mais j'étais sérieuse, je restais sur ma rubrique. Mais dans un coin de ma tête, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça à un moment où j'aurais le temps. Alors sur Gallica, j'aurais pas. J'aurais eu juste mon article, et je me serais pas promenée à droite et à gauche. On peut quand même consulter en mode page, mais c'est vrai qu'il faut un écran d'une belle taille, et il faut pouvoir le manipuler. Et puis on fait moins quand même. Tandis que quand le papier est déplié devant vous, même si vous voulez
restez concentré, vous avez votre œil qui se promène. Mais je ne déplore pas, évidemment, la création de Gallica. Ce que je déplore, c'est que de moins en moins de bibliothèques proposent les versions papier. Ça aussi, la disparition des centres d'archives, comme le CEDIAS, par exemple, c'est un vrai souci. Enfin, Le CEDIAS, c'est quoi? le CEDIAS, c'était au musée social et c'était un centre d'archives qui avait absolument tout en papier, toute la presse, des tas de brochures et Sur qui le étaient mouvement dédiées ouvrier, au beaucoup. mouvement ouvrier, voilà, avec 2 archivistes bibliothécaires qui Ouais, étaient des exceptionnel. pluies de science. Et ça, on leur parlait, par exemple, d'une petite grève je prends l'exemple, la grève des ouvrières du Roquefort, dont je parle dans un des numéros. On disait, ça m'intéresse. Ah, hop, ils prenaient un grand escabeau en bois, ils sortaient la petite brochure écrite par un syndicaliste, voire un prêtre local qui avait chroniqué la grève. Et ça, tout a été transféré à Aubervilliers, mais je ne sais pas si tout est gardé. Et puis, on n'aura plus des personnages comme ça. Et ce que dit Anne est intéressant sur le point du côté un peu atelier ou laboratoire. C'est vrai que en fait beaucoup de chercheurs, on en fait partie, hein, mais ont un objet d'étude principal et puis ils ont des à côté. C'est-à-dire qu'en fait brusquement leur recherche bifurque sur un point de détail, par curiosité aussi. On se dit tiens c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, puis Et un truc qu'on se note dans un carnet en disant quand j'aurai le temps. Voilà. Quand j'aurai Et- le temps, il faudrait que j'aille voir ça quand même. C'est Voilà. ça. Et Brasero, en fait, c'est justement cet espace où on peut faire les recherches qu'on avait notées dans une marge et leur donner la dimension d'un véritable article. C'est souvent, en fait, pour ma propre rubrique, les idées me viennent en faisant des recherches sur un personnage. Brusquement, je découvre une sorte de filon ou de gisement d'autres huluberlus que la personne a fréquenté ou auquel il se réfère si c'est une époque antérieure. Et les recherches comme ça continuent. En fait, on défriche et on tombe sur des choses surprenantes. Comment se fabrique un numéro? Donc il y en a 5 qui sont annuels. Comment ça marche entre vous, Cédric Biagini, la maison d'édition, les gens que vous contactez qui sont en dehors de ce premier cercle? Alors, en fait, les 2 responsables, c'est Cédric Biagini et moi-même, et c'est nous qui donnons l'orientation générale de la revue, qui passons la commande des articles à nos auteurs. Après, ça se fait dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs, des amis, donc comme Anne l'a rappelé, qui viennent nous voir et qui nous disent tiens, en ce moment je travaille sur ça, c'est très braséresque. En fait, j'ai remarqué que c'est un mot qui est apparu maintenant dans notre vocabulaire, c'est très braséresque. Donc là, en règle générale, la réponse est positive et puis on lance nos auteurs. On a parfois des sollicitations de personnes qu'on ne connaissait pas auparavant mais qui apprécient le ton de la revue puis qui voient bien qu'il y a une orientation assez originale. Voilà, ils ont trouvé un militant libertaire péruvien qui est devenu fabricateur de tracteurs en Allemagne dans les années 30 avant d'être en prison ailleurs. Et voilà, et du coup ils se disent tiens, Voilà. là il y a quelque chose qui rentrerait. Oui, tout à fait, c'est ça. Et ensuite, comme dans toute revue, en fait, on calibre les articles, on fait un chemin de fer. Hein, là, on est vraiment dans les petits papiers. Et puis, le temps d'élaboration de la revue est assez long puisque c'est une revue annuelle. Donc, on donne toujours 6 mois aux auteurs pour écrire tranquillement leur texte. Il est relu, un peu retravaillé comme on le fait à la maison d'édition. Pour le reste, je crois qu'on a un fonctionnement assez classique du monde des revues. Hein. Du point de vue du champ chronologique et géographique, il y a un ancrage, je dirais, assez fort sur le premier XXe siècle, mais vous vous interdisez pas de remonter plus loin et puis d'aller chercher des choses au plan géographique plus lointaines? Oui, alors c'est vrai qu'on a un tropisme. Le tropisme, c'est le mouvement ouvrier, comme on l'a dit. Et c'est vrai que le mouvement ouvrier nous amène nécessairement à travailler plutôt sur la période, on va dire, 1830. 70, oui, Même 1830 avec Flora Tristan, voilà. Oui. Et puis à arriver jusqu'à la période contemporaine, les années 70 en particulier, qui ont été un moment chaud, évidemment. Ouais, on pourrait presque dire de ce point de vue-là que Brasero, ce serait une version un peu ludique et oblique du Métron. C'est-à-dire, le Métron, c'est ce grand dictionnaire très sérieux et très extraordinairement riche. On a fait une émission dessus du mouvement ouvrier français et aussi international par pas mal d'aspects, et que là, on serait comme un chemin de traverse arpentant un peu les mêmes univers. C'est vrai. Après, D'ailleurs, certains parmi nous sont collaborateurs c'est du vrai. Métron. Moi, j'ai
piloter avec d'autres le métron des anarchistes. Mais on essaie aussi de se forcer à sortir de cette zone-là. Alors c'est cette zone au sens d'une période chronologique, mais aussi d'une zone géographique. Puisque c'est vrai que naturellement, on va plutôt travailler sur des objets français ou européens. Donc on a heureusement des auteurs qui viennent nous sauver régulièrement et qui nous ouvrent à d'autres horizons, donc d'autres époques. Il nous est arrivé de faire des choses sur la Révolution anglaise, même sur le Moyen-Âge, ou bien de nous rapprocher de d'autres endroits du monde, le Japon, le monde africain, l'Amérique latine. Enfin voilà, on essaie d'explorer autant que possible tous les espaces à l'échelle de la planète, parce qu'il y a énormément de choses aussi, hein, bien sûr, de ce côté-là à En chercher. même temps, ce qui concerne la chronologie, on ne peut pas s'improviser non plus historien de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. C'est d'autres Oui, types d'archives, d'autres... Puis il faut qu'il y ait des résonances aussi avec les sensibilités. Et c'est vrai que on pourrait imaginer des papiers sur les usages de l'Antiquité par tel ou tel personnage contemporain, mais en soi, faire une étude sur les institutions spartiates dans Brasero, ça n'aurait pas beaucoup de sens en tant que tel. Ouais. Non, ce serait plutôt un Diogène qui aurait sa place dans Brasero. Ouais, alors l'Occident dont il est question, le monde, on va dire européen dont il est question, il est là aussi pas limité. Il y a une place de la Russie, une place de la Scandinavie. J'étais frappé par l'article que vous avez consacré, Patrick Marconi, à cette commune... on va dire un peu commune d'artistes et de militants qui s'est établie dans les années 1960 et qui serait responsable de la décapitation de la petite sirène à Copenhague, mais avec beaucoup de prudence, parce que un flou savamment entretenu sur cette question. Oui, alors il s'agit de Drakabiget. Drakabiget, donc, qui a été une communauté qui s'est établie entre la Suède et le Danemark, parce que les deux pays sont très proches et il y a pas mal d'échanges entre les deux. Et c'est une communauté qui a été établie par des artistes qui venaient du mouvement situationniste, dont on a parlé tout à l'heure, avec cette spécificité que, alors que le mouvement situationniste a négocié un tournant politique radical aux alentours des années 60 à 63, les membres scandinaves du mouvement, eux, ont préféré rester dans le domaine artistique et expérimenter une forme de création libre, de création collective, qui soit articulée avec un mode de vie alternatif, qui consistait à travailler la terre, cultiver quelques fruits et légumes, des vergers, travailler aussi le bois dans les forêts environnantes. On est dans des paysages scandinaves, hein, donc voilà, c'est assez sauvage à l'époque, dans les années 60, et puis élever quelques animaux, bien sûr. Et puis après, on est déjà dans l'atmosphère qui va ouvrir sur le mouvement hippie, sur les expérimentations d'alternatives dans les années 60, donc notamment sexualité libérée, partage des biens, partage des tâches, etc. Alors c'est un partage qui est souvent inéquitable, hein, puisque l'égalité, c'est quelque chose qui se construit. On a en plus affaire à des personnages qui sont parfois un peu fantaisistes, mais c'est une communauté qui va faire parler d'elle parce qu'elle va entretenir aussi autour d'elle un climat d'agitation dans les pays scandinaves à l'époque. Elle va même aller jusqu'à intervenir à la Biennale de Venise, la Biennale d'art contemporain, au début des années 1970, en faisant fermer un pavillon. Enfin voilà, elle va avoir une activité intense de perturbation des institutions, non seulement artistiques mais même politiques, dans l'Europe de ces années-là, et ça fait écho en fait à beaucoup d'autres choses qui peuvent exister à la même époque, même d'ailleurs comme aux États-Unis avec les Diggers par exemple, ou avec d'autres mouvements artistiques d'avant-garde de cette époque-là. Est-ce que vous avez parfois des dilemmes où vous éprouvez la tension entre ce qui est restitué dans les pages de la revue, qui est assez libre, et puis le fait de faire une revue qui malgré tout a besoin d'avoir une pagination? On peut pas, quelqu'un peut pas vous dire en fait j'ai fait 150 000 signes parce que ça me plaisait beaucoup. Est-ce que cette tension existe? Parce qu'il y a malgré tout, il y a des rubriques, il y a des comptes rendus, il y a des choses qui sont qui fonctionnent suivant les normes d'une revue, et puis l'esprit n'est pas tout à fait celui-là. Alors voilà, est-ce que c'est une tension qui s'éprouve quand on la fabrique? Oui, alors c'est une tension qu'on éprouve en tant qu'auteur, hein. Je pense que, je ne sais pas ce qu'il en est d'Anne, mais pour moi et quelques autres que je connais, on est obligé d'utiliser les ciseaux et de couper souvent beaucoup de choses qu'on avait écrites. Alors ceci, ça s'appelle le collage, du coup ça peut faire des choses un peu drôles. C'est vrai, mais en fait le calibrage des articles est quand même quelque chose à quoi l'on tient, parce que
on ne voudrait pas qu'un ennui puisse naître à la lecture de certains articles. C'est pareil, dans les consignes qu'on donne aux auteurs et qui nous différencient des revues universitaires, c'est qu'on demande souvent aux auteurs d'abandonner leur ton trop académique. Il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment moulés dans le creuset de l'alma mater et qui ont des formules. Dans un premier temps, nous verrons que... Enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, on dit non, stop. Pareil, parfois, certains adorent les notes de bas de page. Alors, moi aussi, je suis un fanatique des notes de bas de page, mais on est obligé de limiter leurs enthousiasmes de ce côté-là aussi. Notre but, c'est pas de faire une revue pour des historiens seulement. C'est une revue pour le grand public, pour les amateurs, dans tous les sens du terme, pour les dilettantes, pour les érudits, voilà. En fait, cette revue est faite pour ces gens-là. Et ensuite, dans un second temps, aussi pour nos collègues, nos amis historiens. Mais c'est pour ça qu'on essaie de cultiver cette fluidité dans le style, dans l'écriture, et donner aussi du plaisir à regarder les pages tranquillement. Moi, le format, ça me convient vraiment bien, parce que je sais immédiatement dans quoi je m'embarque, et j'ai toujours expérimenté le fait que en retirant du texte, en épurant, on améliore considérablement le style. Ça nous oblige sans arrêt à réfléchir sur ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Les notes de bas de page, en revanche, c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce qu'on aime aussi indiquer nos sources. Oui, et puis il y a une dimension buissonnière de la note de bas de page qui peut être en elle-même. Oui. On parlait des à côté que l'on note pour plus tard en se disant, ça naît souvent des notes qu'on lit dans des ouvrages ou des articles de collègues en disant, tiens, mais cette note qui mentionne tel personnage, tel truc obscur, il faudra que j'aille voir ça m'intrigue. Donc ça peut pas disparaître complètement. Oui. On en laisse quelques-unes d'ailleurs, mais pas beaucoup. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire un mot des rubriques ? La revue est structurée en cahiers. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, si ça a toujours été, si c'est ultra normé, mais voilà. C'est quoi ces cahiers ? Comment vous les caractérisez ? Alors, les cahiers, c'est des champs un peu, et comme tu as dit tout à l'heure, Patrick, tu avais conçu ça, je ne savais pas, comme un kiosque. Oui, donc, alors je me permets juste une parenthèse et après mais effectivement, quand on a réfléchi à la manière dont on pouvait structurer, en fait, on pouvait concevoir l'architecture de la revue, une des idées qui nous avait traversé l'esprit, c'était de concevoir la revue comme un kiosque. Dans un kiosque à journaux, en fait, il y a des magazines sur tous les sujets. Des magazines sur l'aviation, des magazines d'actualité, des magazines politiques, des magazines d'histoire, des magazines sur le vêtement, des magazines sur la cuisine, etc. Et on s'est dit, pourquoi ne pas avoir à l'intérieur de la revue non seulement des cahiers, mais des rubriques qui seraient consacrées à chacun de ces domaines envisagés avec un regard historique. Donc une histoire par l'objet, une histoire par la sensibilité, une histoire par l'imaginaire, etc. On n'a pas pu tenir ça jusqu'au bout, mais c'est quand même une des idées directrices. Et c'est pour ça que la revue est organisée effectivement en cahiers et en rubriques. Une question peut-être de fond qui me paraît importante, parce que vous en parlez un moment dans votre dernier éditorial, qui est sur cette idée de la marge, parce que même la marge aujourd'hui peut être un élément de distinction dans une société capitaliste qui promet à chacun la réinvention de soi par son propre style et par la promotion de certaines marginalités spectaculaires ou de certains individus excentriques. Enfin voilà, l'excentrique, il rapporte aussi, ou il est aussi un objet qui peut devenir marchand. Et puis même dans le monde académique, alors longtemps, il y avait une histoire dominante par le haut, etc. Mais depuis quelques décennies, il y a aussi des profits de distinction à tirer du fait de dire qu'on va parler des oubliés, qu'on va rétablir, qu'on va parler de ceux qui sont écrasés par l'histoire, etc. Et parfois, ça tourne un peu à vide, ou c'est quelque chose qui devient très prévisible. Donc, comment on se positionne sur le fond pour, on va dire, avoir conscience, en tout cas, de ces travers ? Oui. Justement, on ne voulait pas succomber à ce travers qui consiste à mettre en avant des formes spectaculaires de marginalité. On n'est pas non plus dans le culte de la transgression pour la transgression. Non, ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment les personnages sur lesquels, finalement, il y a peu de données. On se fait souvent la réflexion, entre auteurs de Bras Zéro, que lorsqu'on a un véritable objet de recherche qui a été un peu méconnu, même sur Internet, on trouve peu de choses. Et en fait, c'est peut-être ça le critère. Parce que là, on parlait tout à l'heure de Gallica et de l'exploitation des outils numériques dans le monde de la recherche. Moi, ce que je constate, et je suis vraiment pas le seul, c'est que lorsqu'on travaille sur certains auteurs ou sur certains objets historiques, des événements, des mouvements révolutionnaires, etc., assez vite, on arrive à un niveau de détail
qui fait qu'on n'a pas accès à beaucoup d'informations à travers ce qu'on peut trouver sur Internet. Et c'est justement là que commence pour nous la recherche. C'est-à-dire que une fois qu'on a regardé ce qu'il pouvait y avoir, qu'on a balayé assez rapidement, on se rend compte qu'il y a d'énormes angles morts. Et c'est à nous en fait de constituer du coup l'archive à partir de ce qu'on va trouver dans les livres, dans les articles parus à l'époque, etc. Mais on a vraiment à constituer, à construire notre objet d'étude. Et là pour le coup on est vraiment dans la marge, ouais. On est chez les en dehors, pour reprendre un terme que Anne apprécie. Est-ce que cette revue, elle se fabrique donc aujourd'hui en 2025-2026, elle fait écho, ou vous la concevez aussi en écho au débat public et politique en France, où on ne peut pas dire que la sensibilité un peu libertaire soit dominante, à gauche en particulier. Alors, on va dire que j'imagine que comme plein de gens, vous êtes préoccupés par la montée de l'extrême droite et par un ennemi commun, mais au-delà de l'ennemi commun, est-ce que c'est pas une revue, je dirais, qui reflète les forces principales politiques établies de la gauche française? Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous faites purement de l'histoire, ou est-ce qu'en faisant cette revue, vous dites c'est aussi une manière de faire entendre peut-être une sensibilité politique qui est pas si visible finalement? Oui, par exemple, concernant on a commémoré la mort de Lénine, par exemple. Oui, c'est vrai. Et dans toutes les librairies engagées, et ça manque pas, c'était plutôt à la gloire du personnage. Ouais. Et nous, il y avait une sorte de réhabilitation générale de Lénine qui était assez vraiment l'inverse. J'ai été confronté aussi, j'ai été pris à partie par des léninistes en ligne, et je m'attendais pas du tout à ça dans les années 2020, que ça puisse être un modèle politique souhaitable aujourd'hui. Et même chez les très jeunes, tout à fait. Très alarmant. Peut-être aussi reflet d'une forme d'impasse, d'autres impasses perçues comme telles. Ils ne connaissent pas beaucoup les faces les plus sombres du personnage. Tout à fait, mais aussi un besoin de radicalité sombre. Et donc là, nous, on a pris vraiment le contre-pied, notamment dans la rubrique livre avec Charles Jacquier, qui est un antiléniste convaincu et un anarchiste par ailleurs. Et donc, il a mis en valeur beaucoup de livres, dont certains d'ailleurs sont absolument introuvables, n'ont pas été réédités. Vous voyez, la rubrique, c'est Lénine le fanatique, par exemple. Et voilà. En fait, Charles Jacquier, j'aimerais bien lui rendre hommage, parce que c'est un personnage qui justement, il fait partie de ces historiens qui n'ont... Alors, il a des titres, pour le coup, il a des titres académiques, mais il n'est pas fréquemment présent dans les colloques, il n'est pas dans le monde universitaire de manière régulière. Pourtant, il fait un travail très sérieux depuis maintenant plus de 30 ans, je crois. Et c'est un spécialiste, justement, de toute l'histoire du mouvement communiste envisagé d'un point de vue antitotalitaire. Donc, d'un côté, la critique du léninisme et du stalinisme, c'est-à-dire en fait mettre en lumière en fait tous les phénomènes de répression qui ont eu lieu en Union soviétique, mais aussi dans les pays européens du fait de la suprématie de Lénine et des bolcheviks, mais aussi une histoire antitotalitaire au sens où il s'agit de mettre en avant tous ces courants de la gauche et du socialisme qui ont maintenu un idéal révolutionnaire, qui souvent même ont continué d'être marxistes, tout en se dressant contre Lénine, le stalinisme, le maoïsme ensuite. Il rend par exemple hommage sur un article en 2 parties dans Bras Zéro à un personnage qui a été très important, qui était le personnage de Simon Leys, qui est un des premiers à avoir dénoncé de manière très documentée et avec un beau style d'écrivain le désastre qu'a été le maoïsme en Chine. Oui, à ce titre, moi, une des choses qui m'a le plus frappé dans le numéro 5 de Bras Zéro, c'est des textes qu'il présente d'un auteur socialiste que je ne connaissais pas du tout des années 50, qui s'appelle André Prud'homme, qui signe André Prunier. Et je voudrais citer quelques lignes de ce texte de 1949 que je trouve très fort, parce qu'effectivement, il restitue un passé du futur, c'est-à-dire il restitue ce que pouvait être le socialisme quand des gens y croyaient dans une version qui n'était pas la version qui est devenue ensuite dévoyé par ses usages, post-Première Guerre mondiale en particulier. Alors je cite, c'est un passage assez bref, mais je le trouve très fort. Donc on est en 1949, il écrit « Aujourd'hui, le socialisme, c'est n'importe quoi. Un barrage géant, un plan financier, une statistique ou une police, un portrait de chef, un défilé, un tracteur à chenilles, une porcherie modèle, une matraque perfectionnée. Ah, l'on peut bien sourire de ces hommes naïfs de la génération 1880-1910 qui voulurent que le socialisme fût quelque chose d'humain, de populairement concevable, simplement destiné à ce que l'homme a de meilleur.
Mais si l'on veut rendre un sens à ce qui s'est usé entre les mains de Lénine, Nosk, Mussolini, Staline, Péron, Bénès, Salazar, Attlee, Blum, Bidault, Gaspari, Tito, Dimitrov, Kemal Pacha, etc., au point de n'avoir plus ni métal ni effigie, il faut relire Kropotkin. Ouais, c'est très beau et c'est très juste et c'est très actuel comme vous le dites. Il faut savoir que Prud'homo était un personnage très important à son époque. Là aussi on est dans la marge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'est plus étudié du tout. Il y a une notice sur lui dans le Métron, heureusement, mais à l'époque il a été très important, notamment pour animer toute cette frange des milieux libertaires qui était autour d'Albert Camus. C'est un personnage qui a été aussi un des premiers à introduire en France l'épopée de Rosa Luxembourg, qui a commémoré son œuvre. Il est passé ensuite par l'ultra-gauche, il a soutenu l'Espagne insurgée en 1936. Donc il a tout un parcours intéressant qui le fait aboutir finalement à l'anarchisme individualiste. Et il a été dans les milieux qui ont aussi obtenu l'objection de conscience, par exemple. Voilà, c'est un personnage oublié mais important et qui effectivement mérite d'être relu. Alors on ne peut pas évidemment tout évoquer et surtout on va donner envie aux gens de lire la revue. Comment on se la procure ? Elle est disponible dans toutes les bonnes librairies pour un prix de 22 €. En général, elle est rangée au rayon Histoire. On peut l'acheter en ligne éventuellement On peut l'acheter sur le site de la maison d'édition, mais bon, on a l'habitude de soutenir nos amis libraires qui eux-mêmes nous sont indispensables. Donc c'est pour ça qu'on préfère renvoyer... Du coup, on peut la commander si on la trouve pas. Ah bien sûr, elle est commandable. Oui, on est distribué par les Belles Lettres et bien sûr, elle est disponible sur commande dans toutes les librairies. Oui, mais beaucoup de librairies, au moment en tout cas de la sortie, c'est-à-dire chaque mois de novembre, la commande et on trouve des exemplaires, ne serait-ce qu'à la Compagnie, par exemple, qui est tout près d'ici. Il ne faut pas aller dans une obscure petite librairie. Alors ici, c'est le quartier de la Sorbonne, je précise pour les gens qui nous écoutent. Du 20e arrondissement pour la trouver. Et en province, elle est aussi assez bien diffusée quand même. Les libraires, je crois indépendantes. qu'on peut dire que les libraires l'apprécient aussi beaucoup, donc... effectivement, elle est bien diffusée. Et alors, sans tout dévoiler, il y a quoi dans la marmite sur le Brasero du prochain numéro ? Je crois que je préfère laisser retomber le couvercle sur le prochain numéro. Très bien. Alors, du coup, je peux peut-être vous demander, malgré tout, un conseil de lecture, quelque chose qui vous aurait plu, que vous voudriez conseiller à ce micro pour terminer. Oui. Ancien ou récent ? Moi, je conseillerais, parce que là, j'amorce une relecture de cet ouvrage que j'ai déjà lu à 2 reprises, Vie et destin de Vassili Grossman. Voilà. Alors moi, je vais peut-être surprendre, j'espère pas choquer, mais en ce moment, je relis du René Guénon. Donc je l'avais lu à ma fin d'adolescence, période un peu fiévreuse comme ça, fébrile plutôt. Mais non, ce qui est intéressant, il y a eu plusieurs rééditions récemment, notamment aux éditions Alia, qui est une maison d'édition qui a un patrimoine historique situationniste justement. Là pour le coup, c'est Le Roi du Monde qui vient d'être réédité. Donc là, on est vraiment dans la mystique, dans le Mais ce qui est intéressant en fait chez le personnage de Guénon, c'est que souvent, il a la réputation d'avoir inspiré des auteurs de droite, voire d'extrême droite. Et en fait, on oublie souvent qu'il a aussi inspiré des personnages comme André Breton ou René Daumal. On avait fait un article sur le grand jeu dans un numéro de Brasero. Et je pense qu'en fait, on peut avoir tout à fait une lecture, je ne sais pas si on peut dire libertaire, mais en tout cas qui permettrait de rattacher René Guénon à la critique sociale ou à ce qu'on appelle en allemand la Kulturkritik, c'est-à-dire la critique culturelle de la modernité. Et dans ce sens-là, je pense que il est tout à fait juste que ça soit réédité aujourd'hui aux éditions Alia, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux. Merci André Loos de nous avoir invités. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.